Bonsoir. À la une de cette édition, Ursula von der Leyen tente de renforcer les pouvoirs de la Commission européenne. Aux États-Unis, le militant conservateur Charlie Kirk a été assassiné alors qu'il débattait sur un campus universitaire dans l'Utah. Et enfin, nous ferons le bilan des manifestations du 10 septembre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé hier à Strasbourg son discours sur l'état de l'Union. Au programme, plus de centralisation des pouvoirs par la Commission, plus de censure et de contrôle d'Internet et plus de dictature verte. Nicolas de Lamberterie. Depuis 2010, l'Union européenne, tentant de singer les États-Unis d'Amérique, a instauré le principe d'un discours sur l'état de l'Union prononcé par le président de la Commission européenne au mois de septembre. C'est donc hier qu'Ursula von der Leyen, qui préside la Commission européenne depuis 2019, s'est livrée à cet exercice avec un veston aux couleurs guerrières qui ferait dire aux mauvaises langues que cela a des allures de vert de gris. Dans son discours bien classique pour qui est rodé au mécanisme de la construction européenne, Ursula von der Leyen a développé plusieurs points sur lesquels elle entend faire avancer l'euromondialisme. Prenant prétexte de la défense de la jeunesse, la présidente de la Commission européenne a réitéré son souhait de restreindre ou d'interdire l'accès des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Une mesure certes louable, mais qui sera en parallèle le prétexte à la généralisation de la surveillance des citoyens et qui oublie le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants, ce qui est bien normal puisque dans l'idéologie libérale et totalitaire qui anime les élites euromondialistes, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais aux structures étatiques. Par ailleurs, sur le Green Deal, ou Pacte vert, la présidente de la Commission européenne a rappelé sa volonté de mettre en œuvre les différentes phases de ce pacte dit vert et qui s'est fixé pour objectif farfelu d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Insuffisant toutefois pour satisfaire aux demandes des écologistes radicaux qui vont déposer une motion de censure contre elle. Enfin, Ursula von der Leyen a réaffirmé sa volonté d'en terminer avec le principe de la prise de décision à l'unanimité des États membres dans un certain nombre de domaines. Lorsque l'on évoque la question de l'unanimité des décisions de l'Union européenne en matière de politique extérieure notamment, on pense souvent à la mauvaise volonté hongroise de mettre en œuvre des sanctions contre la Russie dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Mais selon Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, il faut plutôt rechercher du côté d'une possible future guerre commerciale de l'Europe avec l'Asie, faite sur demande des États-Unis. Le discours d'Ursula von der Leyen vaut plus, ou du moins autant, pour son contexte que pour ce qu'il dit. Parce que profondément, il illustre la méthode communautaire qui est de provoquer des crises, de dire qu'il faut plus d'Europe et de déposséder les nations. Et bon, que là, rien de bien neuf. Bien sûr, il faut plus d'Europe. Il faut en finir avec les règles qui protègent encore un tout petit peu les États, dont la règle de l'unanimité en position de politique étrangère. La Commission veut être sûre de pouvoir toujours imposer son point de vue, et donc principalement pour pouvoir continuer l'escalade ukrainienne, pour pouvoir surtout s'orienter progressivement, ce que demandent les Américains. Trump, les États-Unis s'orientent de plus en plus dans une guerre commerciale pour l'instant plus verbale qu'autre chose, pour contraindre la Chine et l'Inde et pour éviter, disons, la formation d'un bloc eurasiatique qui pourrait, disons, relativiser la puissance américaine. C'est les pressions sur l'Inde par rapport aux exportations, enfin au passage du pétrole russe par l'Inde qui est ensuite acheté à prix d'or aux Européens. Et en réalité, Donald Trump veut que cela cesse, terminant le suicide énergétique que l'UE et particulièrement la Commission européenne a fait faire aux Européens. Il ne faudrait pas qu'un petit pays qui soit pro-chinois, et il y en a de plus en plus parmi les petits pays d'Europe centrale et orientale, parce que dans leur recherche de maître, disons que autant l'argent russe peut leur faire peur pour des souvenirs historiques, autant l'argent chinois, pourquoi pas. Il ne faudrait pas qu'un petit pays bloque cela. Il ne faudrait pas qu'un petit pays, disons, bloque un retournement contre Pékin. Il ne faudrait pas qu'un pays qui n'est plus capable de transformer une énergie, le pétrole russe, pris en Inde parce qu'on ne peut plus le prendre directement à la Russie, qui n'est plus capable de le transformer en industrie parce que ça coûte trop cher, à un moment, 10 pouces, on arrête. En attendant, suite au discours sur l'état de l'Union prononcé par Ursula von der Leyen, Viktor Orban a annoncé que son groupe politique au Parlement européen déposerait une motion de censure contre la Commission européenne qui sera soumise au vote le mois prochain. Une autre motion de censure déposée, elle, par la gauche, sera également soumise au vote.
Tout comme la précédente motion de censure déposée au printemps par l'eurodéputé roumain George Piperea, ces motions de censure n'ont a priori aucune chance d'être adoptées. Mais elles sont révélatrices d'une contestation de plus en plus forte de la gouvernance euromondialiste en place à Bruxelles et expliquent donc le tournant autoritaire de plus en plus assumé par la Commission européenne. L'Amérique sous le choc, le militant conservateur Charlie Kirk a été assassiné alors qu'il débattait sur un campus universitaire dans l'Utah. Un véritable symbole. Explication, Édouard Chanot. À mes chers compatriotes américains, je suis rempli de chagrin et de colère suite à l'assassinat odieux de Charlie Kirk sur un campus universitaire en Utah. C'est le président américain lui-même qui a confirmé le décès. Une onde de choc a traversé l'Amérique alors que Charlie Kirk, héros du mouvement MAGA, a été abattu, atteint d'une balle à la jugulaire. Les images glaçantes ont fait en quelques minutes le tour des médias. Âgé de 31 ans, marié et père de 2 filles, Kirk avait fondé en 2012, à 18 ans, l'organisation Turning Point, comprenez point de bascule. Il s'était fait rapidement remarquer par sa verve et sa capacité à ressusciter le débat contradictoire sur les campus américains, acquis à la gauche démocrate, pulvérisant le wokisme. Suivi par 7 millions d'abonnés sur Instagram et près de 4 sur YouTube, il avait décisivement contribué à populariser le Trumpisme parmi les jeunes générations. Son meurtrier est toujours en fuite. Charlie Kirk a été abattu alors qu'il répondait à un contradicteur qui dénonçait les tueries de masse. Savez-vous combien de tueries de masse ont eu lieu en Amérique depuis 10 ans ? Et en comptant la violence des gangs ? Certains voyaient en lui un futur président conservateur. Il s'était engagé pour soutenir Trump envers et contre tout, mais pourtant il n'avait rien d'un extrémiste, souligne Pascal-Emmanuel Gobry, fondateur du média Policisphere, qui le connaissait. M. Abbassoudi était un jeune homme, il avait 31 ans, très intelligent, très charismatique, plein d'énergie, il débordait d'énergie. C'est vraiment ça qu'on remarquait. Plein d'idées, c'était quelqu'un de vraiment formidable à titre personnel et humain. Charlie Kirk a été assassiné à un événement et le concept de ces événements qu'il faisait partout, c'était n'importe qui peut venir et débattre avec moi. Il incarnait cet idéal profondément démocratique du débat, de la liberté d'expression, de la rencontre. Et donc le symbole du fait qu'il se fasse assassiner à un événement où il invitait ses adversaires politiques à venir débattre avec lui, c'est vraiment odieux et le symbole portera dans les cœurs. C'est très très grave. C'est un attentat politique dont l'objectif est de faire peur aux commentateurs conservateurs aux États-Unis. On a dépassé un stade parce que Kirk était quelqu'un de modéré. On atteint vraiment un nouveau seuil. Trump, entre guillemets, on s'y attendait un peu. Alors que là, personne ne s'y attendait. Et encore une fois, c'est quelqu'un de modéré. C'était pas un extrémiste, Charlie Kirk. Malheureusement, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive 2 ans après en France. Faut que les gens comprennent. L'émotion a gagné la France. Plusieurs voix ont tenté de qualifier Kirk de complotiste et d'extrémiste, ou rejetant sur Trump la responsabilité de ces violences. Jordan Bardella a quant à lui fustigé la rhétorique déshumanisante de la gauche et son intolérance qui alimente la violence. Sarah Knafo de Reconquête a proposé au Parlement européen de décerner à Charlie Kirk le prix Sakharov qui distingue les grands défenseurs de la liberté de penser. Kirk n'avait pas hésité à dénoncer les dérives de l'avortement, de l'immigration de masse, de la guerre ukrainienne et des intérêts de l'élite de Kiev. Et hier, avant sa mort, il s'insurgeait face au meurtre sauvage de la jeune Irina Zarutska dans le métro de Charlotte, espérant que son pays ne serait plus jamais le même. Sans doute ne le sera-t-il plus après le sien, véritable point de bascule. 10 septembre, une journée de blocage qui pourrait bien être sans lendemain. Le mouvement populaire n'a pas résisté à la récupération d'extrême gauche et à ses revendications bien loin de celles des Français. Renaud de Bourleuf. Le 10 septembre, certains parlaient de tout bloquer. Finalement, c'est plutôt le peuple français qui a été bloqué par l'extrême gauche, avec au sommet un extrême centre qui se frotte les mains. Mercredi, environ 197 000 personnes, selon les données du ministère de l'Intérieur, sont descendues dans les rues. Pas moins de 596 rassemblements à Paris, dans différentes villes de province, ainsi que sur les axes routiers. Des Français qui s'exprimaient pour faire entendre leur colère, mais aussi tout simplement leur désarroi. Je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. Il n'y a plus rien qui fonctionne en France. On est perdu. C'est un mouvement spontané venu des citoyens, du peuple, donc il est tout à fait légitime. Et puis on a beaucoup de raisons d'être mécontents, encore. Si on ne manifeste pas ces désaccords, on n'arrive à rien, quoi.
Oh ben attendez, la vie elle est de plus en plus difficile matériellement. C'est vrai qu'il y a... Vous vous rendez compte le nombre d'enfants qui sont à la rue avec leur maman. Les petites retraites quand il faut vivre avec 900 € par mois. Alors on parle des retraités, les nantis, mais c'est loin d'être le cas. Des revendications qui auront été invisibilisées par des drapeaux palestiniens et des slogans LGBT sans grand rapport avec les attentes de la majorité des Français. Et comme toujours, quelques débordements ont défrayé la chronique. La façade d'un immeuble situé près de la place du Châtelet, dans le centre de Paris, a même été incendiée. À Marseille, 2 vitrines ont été endommagées et 24 poubelles incendiées. À Rennes, un bus a été saccagé et incendié par des manifestants. À Nantes, où 34 personnes ont été interpellées, un manifestant hospitalisé après avoir reçu des gaz lacrymogènes. 16 policiers ont été légèrement blessés. Dans le sud-ouest, des câbles électriques ont été incendiés, perturbant notamment la ligne TGV Toulouse-Bordeaux. Tout ceci a permis au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de se gargariser, jouant la carte du rétablissement de l'ordre avec 540 personnes interpellées, dont 211 à Paris, et 415 gardes à vue, dont 110 à Paris. C'est tout ce que l'on devrait retenir de cette journée grâce à l'habileté d'un Jean-Luc Mélenchon qui a mené une véritable OPA sur ce mouvement, initialement plus spontané. Reste à savoir ce que faisaient les nombreuses autres forces politiques d'opposition à la Macronie, peut-être trop occupées à jouer la carte d'une opposition constructive. À l'issue de la journée, l'ancien député fondateur de LFI a même vanté une efficacité maximale et un calme total. Ce n'est peut-être pas l'avis des militants de Némésis, collectif féministe et identitaire. Une de leurs porte-parole a été agressée à Paris. Une manifestante, le visage dissimulé par un masque chirurgical, l'a attaquée par derrière en lui tirant violemment les cheveux, la faisant tomber au sol. En revanche, s'agissant de l'efficacité maximale, Jean-Luc Mélenchon a peut-être raison, ses troupes ont bien répondu présent. Beaucoup d'étudiants résidant dans des quartiers favorisés, pour la plupart d'apparence européenne, à croire que si les militants d'extrême gauche rejoignent les banlieusards pour leurs manifestations communautaires, l'inverse n'est pas forcément vrai. Mais pas de souci, ce jeudi, lendemain des festivités, les travailleurs se levaient tôt le matin pour effacer les tags et nettoyer le désordre laissé par les étudiants d'extrême gauche. Et bien sûr, c'est Nicolas qui paye et qui continuera de payer toujours plus cher. En effet, la Direction générale du Trésor a proposé durant l'été la création d'un fonds émeute sur le modèle du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, avec à la clé une surprime de 5% sur toutes les assurances. Les Français qui descendent dans la rue pour s'exprimer sur leur pouvoir d'achat ne sont pas entendus. Mieux encore, ils devront bientôt mettre encore plus la main au portefeuille. L'actualité en bref en France. Immigration et laxisme judiciaire. Mercredi à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, une attaque au couteau a eu lieu au lycée horticole. Un élève et une enseignante ont été blessés, cette dernière grièvement, mais sans pronostic vital engagé. L'agresseur présumé a été arrêté. C'est un ancien élève de l'école originaire de Turquie. Connu de la police pour apologie du terrorisme, il avait déjà été mis en examen et placé en détention en avril 2024 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en l'espèce des assassinats, et apologie publique de crimes ou délits. Selon les premiers éléments de l'enquête, il prévoyait précisément une tuerie de masse dans cet établissement scolaire. Il venait de séjourner dans une unité psychiatrique quand le service qui le suivait a alerté les autorités sur la menace qu'il pouvait représenter, mais il était tout de même dans la nature. Colère trouve toujours un chemin dans la tempête de l'affaire MSC. La Cour de cassation a ordonné mercredi un réexamen par la Cour d'appel de Paris de la prescription des faits reprochés à Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée pendant près de 8 ans auprès d'Emmanuel Macron, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir influencé des décisions en faveur de l'armateur italo-suisse MSC, dirigé par les cousins de sa mère entre 2009 et 2016. Colère conteste la dissimulation de ses liens familiaux. La Cour d'appel avait rejeté la prescription en novembre 2024, mais la Cour de cassation juge cette décision insuffisamment motivée, évoquant l'absence de preuves d'une dissimulation active ou d'un pacte de silence frauduleux. Ce réexamen pourrait réduire la période des faits reprochés. La justice française sait être clémente avec certains. L'affaire des têtes de cochon dans les mosquées, nouveau rebondissement. Le parquet de Paris a indiqué mercredi que les têtes de cochon déposées devant 9 mosquées à Paris et en Île-de-France l'ont été par des personnes de nationalité étrangère qui ont fui le territoire dès le lendemain. Un agriculteur normand a vendu une dizaine de têtes à 2 hommes en véhicule à plaque serbe, idéal pour accuser la Russie d'une opération de déstabilisation. Reste qu'on est loin d'une grande déstabilisation, mais que c'est surtout l'occasion pour la classe politique, dans son ensemble, de faire dans la course à l'indignation.
Emmanuel Macron et Bruno Retailleau ont par exemple affirmé leur soutien à la communauté musulmane, mais n'ont pas cru nécessaire de s'émouvoir de l'incendie d'une statue de la Vierge pendant une messe le 8 septembre à Guingamp, dans la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Et la joie de vie, ou plutôt de vivre, Gisèle Pellico, devenue une icône béatifiée par l'Église catholique après avoir été au cœur d'une macabre affaire impliquant le viol de dizaines d'hommes à son insu, publiera sans surprise son témoignage le 17 février 2025 chez Flammarion. Ce livre, écrit avec la journaliste Judith Pérignon, racontera son histoire dans ses propres mots, et donc ceux de la journaliste, après le procès historique de 2024 à Avignon. Son ex-mari Dominique Pellico a été condamné à 20 ans de prison pour l'avoir drogué et violé pendant des années, avec 50 co-accusés jugés pour viol. Traduit en une vingtaine de langues, l'ouvrage intitulé « A Hymn to Life » aux États-Unis vise à transmettre un message d'espoir selon ses promoteurs. Il ressemble aussi à une belle et juteuse opération de marketing. Gisèle Pellico, qui a refusé le huis clos pour que la honte change de camp, est devenue une icône féministe. Sa fille ne l'entend pas forcément de cette oreille puisqu'elle affirme avoir été abusée sexuellement par son père et déplore le manque de soutien de sa mère. Probablement assez occupée à prendre la lumière dans cette affaire aussi glauque qu'étonnante à bien des égards. L'actualité internationale en bref. La rémigration, un concept qui se concrétise aux États-Unis. Mercredi, le président du Ghana, John Mahama, a annoncé que son pays s'engageait à accueillir des Africains de l'Ouest expulsés des États-Unis. Il dit répondre ainsi favorablement à une demande de Washington. Il ajoute que 14 personnes sont déjà arrivées au Ghana dans le cadre de cette politique, dont plusieurs Nigérians retournés ensuite dans leur pays d'origine. Cette politique est facilitée par un accord régional permettant aux ressortissants d'Afrique de l'Ouest de circuler dans la région sans visa. Crise intérieure et extérieure en Thaïlande. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a été emprisonné pour corruption. La Cour suprême de Thaïlande a ordonné mercredi son incarcération immédiate pour 1 an, jugeant illégale sa détention de 6 mois à l'hôpital en 2023 après son retour d'exil. Condamné initialement à 8 ans pour corruption et abus de pouvoir, sa peine avait été réduite par une grâce royale. Thaksin Shinawatra a accepté le verdict, affirmant vouloir servir le pays malgré la perte de sa liberté. Par ailleurs, le pays est toujours en proie à l'instabilité régionale puisque les tensions persistent à la frontière avec le Cambodge où des affrontements meurtriers ont eu cours à la fin du mois de juillet. Jair Bolsonaro sera-t-il acquitté ? Un juge de la Cour suprême du Brésil, Luis Fux, a voté le 10 septembre pour l'acquittement de l'ex-président Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État après sa défaite électorale de 2022. Ce vote, intervenu après celui de 2 juges en faveur d'une condamnation, crée un score de 2-1, alors que 2 autres juges doivent encore se prononcer d'ici vendredi. Bolsonaro, 70 ans, risque jusqu'à 43 ans de prison pour avoir prétendument dirigé une organisation criminelle visant à maintenir son pouvoir de manière autoritaire. Fuchs a critiqué un jugement politique, estimant qu'il n'y avait ni preuve suffisante ni compétence de la Cour suprême pour juger l'affaire. Inéligible jusqu'en 2030 et assigné à résidence, Bolsonaro est absent des audiences pour raisons médicales. Le procès divise profondément le Brésil, certains y voyant une application de la loi, d'autres une persécution politique. Larry Ellison devance Elon Musk et devient l'homme le plus riche du monde. Porté par une envolée boursière historique d'Oracle, Larry Ellison, 81 ans, s'empare du titre d'homme le plus riche du monde avec une fortune de 393 milliards de dollars, dépassant donc les 385 milliards d'Elon Musk. L'action Oracle a bondi de plus de 40% mercredi à Wall Street, une performance inédite depuis 1992, propulsant la valorisation de l'entreprise à 920 milliards de dollars. Ce succès s'explique par un carnet de commandes quadruplé en 1 an, atteignant 455 milliards, dopé par la demande en infrastructures d'intelligence artificielle. Oracle anticipe une croissance fulgurante de sa division cloud, avec un chiffre d'affaires projeté à 144 milliards d'ici 4 ans. Cette dynamique place l'entreprise au cœur de la ferveur pour l'intelligence artificielle, rivalisant avec les géants technologiques comme Nvidia. On arrive à la fin de cette édition. Ce soir, immédiat et sur la chaîne YouTube Format court de TVL, l'avocat Gilbert Collard. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.